Dès les premières secondes du combat, c'est déjà sérieux. Un exécuteur, c'est-à-dire un gros bras équipé d'une combinaison bioprotectrice et d'une arme laser, fonce droit sur Thomas Warden et lui fait vivre un enfer, même avec tout son équipement de protection. Heureusement, il n'est pas seul. Ses deux frères d'armes, Gloria Stanfield et Jim Yarden, se précipitent à l'intérieur. Avec leurs super fusils à pompe prêts à l'emploi, ils mettent en joue et envoient cet exécuteur ad patres, récupérant au passage un précieux paquet de munitions une fois qu'il est à terre. Ce n'est pas le Quake de ton grand-père. Ce trio d'adolescents avait modé le jeu bien au-delà de tout ce que John Romero et le reste de l'équipe de développement avaient jamais imaginé. Ces trois ados ignoraient qu'ils avaient modé le jeu bien plus qu'ils ne le pensaient. En pleine bataille, on n'a pas le temps de s'inquiéter de cela. Ils sont au centre d'une vaste cathédrale complexe, semblable à celle de Florence, en Italie. C'est un des nombreux lieux générés procéduralement dans cette version de Quake modifiée par Gloria qui les y mènerait. Et naturellement, des monstres terrifiants apparaissent tout autour d'eux. Thomas, acculé dans un coin, recharge son lance-clou. Une meute de Rottweilers possédés, gueules sanglantes et regards meurtriers, bondit et claque des mâchoires vers lui. Il ne peut qu'essayer de courir, sauter autour d'eux en tirant, lâchant une rafale de clous et voyant ses munitions baisser. Mais il doit aussi se méfier d'autres dangers que les Rottweilers de ce côté de l'église. Oh non, il y a plein de soldats, chacune armée d'un fusil à pompe, leur visage affichant des sourires vides d'un sadisme assumé. Chaque soldat a une sonde connectée à son cerveau, reprogrammant ses centres du plaisir pour que chaque meurtre qu'il commet lui procure une vague de plaisir indescriptible. Et, de ce fait, ils aiment tuer aussi souvent qu'ils le peuvent. Mais Thomas a une stratégie. Il se concentre et ouvre le feu sur les brutes en premier, les abattant sous une pluie de balles. Lorsqu'un soldat tombe, il laisse toujours des munitions de fusil à pompe, et ces munitions seraient extrêmement utiles pour éliminer les Rottweilers. Thomas est soulagé maintenant que les brutes sont partis. Cette idée l'a toujours troublé, tuer en croyant faire quelque chose de merveilleux. Il ne pouvait même pas imaginer à quel point ce serait horrible de penser ainsi. Pourtant, Thomas recharge son propre super fusil à pompe et envoie ses Rottweilers en enfer pour chiens. Il en descendra beaucoup d'autres avant la fin du match à mort. Jim, quant à lui, mène ses propres batailles. Près de l'hôtel, il fait face à une petite légion de zombies qui afflue, lui lançant des morceaux de chair pourrie dangereuse. Jim doit esquiver, se baisser, plonger, pivoter et esquiver encore alors que les boules de glu putrides pleuvent sur lui. Au moins, ces monstres purulents sont lents. Avec sa rapidité et son expérience du jeu, il peut foncer avec sa hache et se lancer dans une carnage à la hache sans gaspiller de munitions. Les zombies tombent les uns après les autres, tandis que de nouveaux bonus, comprenant des améliorations de munitions, de vitesse et d'armure, apparaissent en pagaille. Il se sent comme la faucheuse récoltant sa moisson, et personne ne peut le surpasser en agilité. Du moins, jusqu'à ce qu'il remarque les chevaliers. Ces monstres morts-vivants sont moins chevaleresques et bien plus portés sur le poignard, ce qu'ils adorent faire avec leurs bras-lames mortels et leurs mouvements rapides. Jim est assez expérimenté pour savoir que les affronter au corps à corps serait suicidaire. Il n'avait d'autre choix que de battre en retraite et d'utiliser son super pistolet à clous, tirant jusqu'à ce que les chevaliers tombent aussi facilement que les zombies. Mais bien sûr, ça n'allait jamais être aussi simple. Une seconde trop tard, Jim remarque un spawn sur le mur tout proche. Ces créatures gélatineuses et répugnantes utilisent une méthode d'attaque unique parmi ces sbires mutants. Elles sautent du mur directement sur leurs adversaires et explosent, les aspergeant de liquide corrosif. Et quand cela arrive à Jim, ça le déséquilibre complètement, le faisant tournoyer pendant que les Scrags s'approchent. Ces monstres sont aussi désagréables à regarder qu'à affronter, de véritables abominations flottantes semblables à des cobras, de la taille d'un corps humain, capables d'asperger les joueurs de crachats venimeux qui drainent votre santé. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient aspergés de chair de zombies pourris et de projectiles des Scrags, qui lui drainent la santé petit à petit. C'est alors que Gloria fonce dans le tas. C'est elle, experte en informatique et fan certifiée de Quake, qui a créé cette version spéciale et modée de Quake. Et quand vous êtes dans une situation difficile, Gloria est exactement la personne que vous voudriez avoir de votre côté. Elle tire une salve avec son lance-grenade, élimine les hordes de monstres et laisse de nombreux objets à ramasser. Jim peut traverser le champ d'objets et recharger sa santé, son armure et ses munitions. Les trois amis se regroupent au centre du chaos alors que d'autres ennemis morts-vivants affluent.
La première vague n'était qu'un échauffement. Ça devient vraiment sérieux maintenant. Les portes de l'église s'ouvrent brusquement, laissant entrer une cavalcade d'horreur. Il y a bien sûr l'ogre, un cannibale en décomposition de 2,50 m, brandissant une énorme tronçonneuse rugissante. Et le chevalier de l'enfer, un monstre cauchemardesque, 2 fois plus grand qu'un chevalier zombie ordinaire, brandissant une énorme épée et portant un casque à cornes. Une armée de fiends, d'horribles démons trapus traversant la carte avec des membres antérieurs tranchants et des dents ensanglantées. Ils étaient soutenus par plusieurs vors, des monstres terrifiants à pattes d'araignée et torses humains, capables de lancer des boules d'énergie traquant les joueurs jusqu'à explosion. Et, naturellement, derrière eux tous, se trouve l'un des monstres les plus terrifiants de tous, le Shambler, une énorme bête massive, plus grande et plus dangereuse que tous les autres monstres autour d'elle. Ils sont attirés par les failles d'énergie créées lorsque d'autres monstres arrivent, et ils peuvent être extrêmement dangereux, aussi bien à courte qu'à longue distance. Même pour des joueurs expérimentés de Quake comme Gloria, Jim et Thomas, ce serait une tâche extrêmement difficile. Même si cela devait les tuer, ils combattraient jusqu'à leur dernier souffle. Ils se sont lancés dans la bataille, super fusils à pompe et lance-grenades prêts à l'emploi, et ont déclenché un déluge de coups de feu, d'explosions et de cris de monstres mourants. Ils se battent vaillamment, mais cela ne suffit pas. Les vagues de monstres les submergent, et ils sont tous tués, mettant fin à leur partie. Le trio retourne dans le hall et se prépare à lancer une nouvelle partie. Ils ne quittent pas des yeux leurs écrans et ne regardent même pas leur clavier. Cela ne leur effleure même pas l'esprit. Ils lancent simplement une nouvelle partie et se préparent à jouer, comme ils l'ont fait à ce stade, pendant des années et des années. Tout comme un poisson ignore ce qu'est vraiment l'eau. Les 3 adolescents, Gloria Stanfield, Jim Yeardon et Thomas Warden, n'ont plus aucune notion du jeu ou de la vie en dehors de celui-ci. C'est parce que le jeu est désormais leur lieu de vie, et ce, depuis un certain temps déjà. Bien qu'ils répètent constamment le cycle jeu, lobby, nouvel endroit, nouveau jeu, rien ne leur paraît jamais anormal. Il n'en va pas de même pour leurs autres amis et leurs familles, à qui ils manquent énormément. Les rythmes étranges mais constants de la vie de Gloria, Jim et Thomas sont brisés lorsque l'ordinateur de Gloria tombe entre les mains de la fondation SCP. Pour le reste du monde, il ne s'agit que de 3 adolescents disparus dans des circonstances mystérieuses et liées. Une tragédie, bien sûr, mais une tragédie ordinaire. Ces choses arrivent tout le temps dans ce monde effrayant qui est le nôtre. Mais les circonstances étranges de cette disparition collective, qui remonte à 1997, ont poussé la Fondation à enquêter sur l'affaire. Plusieurs années plus tard, grâce à leur énorme retard dans le traitement des dossiers en 2010, l'ordinateur se retrouve entre les mains d'un chercheur de bas niveau, le Dr. Jay Briner. Et il découvre quelque chose de remarquable et terrifiant. Les adolescents semblent être encore en vie. D'une manière ou d'une autre, à l'intérieur de l'ordinateur, ils pouvaient même voir l'historique de leurs discussions. Ils pensaient qu'ils étaient toujours là, simplement en train de jouer à des jeux sur leurs ordinateurs, sans se douter que 13 ans s'étaient écoulés ou qu'ils étaient en réalité morts pour le reste du monde. Après avoir consigné cette recherche, le Dr. Briner reçoit l'autorisation d'enregistrer l'ordinateur comme SCP-2639. Des adolescents perpétuellement piégés dans un jeu vidéo anormal, et la tâche peu enviable d'annoncer cette terrible nouvelle lui incomberait. Dire qu'il ne connaissait même pas encore le pire, et en fait, vous non plus. Le Dr. Briner entre dans la discussion, ce qui déroute les 3 joueurs, et leur annonce la terrible vérité. Ils n'existent plus dans la réalité physique. Non, ce sont des fantômes dans le cyberespace de Quake. Apparemment, ils n'existent ensemble que dans l'ordinateur. Après avoir été littéralement aspirés dans le fichier du jeu modé, ils n'en reviennent pas. Ça doit être juste un troll bizarre qui a réussi à s'introduire sur leur serveur pour se moquer d'eux. Mais avec le temps, l'horreur s'installe, car ils réalisent qu'ils ne semblent exister que pendant les parties. Lorsqu'ils sont dans le salon, c'est presque comme s'ils n'étaient guère plus que des cerveaux flottants, en train de discuter entre eux. Et lorsque le Dr. Briner leur dit qu'ils sont comme ça depuis 13 ans, le traumatisme est, bien sûr, difficile à encaisser. Bonne nouvelle, le Dr. Briner travaille pour une organisation spécialisée dans ce domaine. S'il y a bien quelqu'un sur Terre capable de trouver comment libérer ces enfants de Quake, ce sont les chercheurs de la Fondation SCP. Bien sûr, ils auraient juste besoin de faire quelques tests d'abord pour comprendre le fonctionnement de l'anomalie. Cela leur donnerait une bien meilleure chance de réellement extraire ces pauvres joueurs piégés du jeu qui était devenu leur vie.
Chacun de ces tests a lieu dans le jeu lui-même, avec une période de débriefing où ils font leur rapport aux chercheurs. Ensuite, ils laissent le Dr. Briner dans le hall pour rejoindre une autre partie, où cette fois, ils jouent dans un parc, affrontant des légions de Rottweilers, de soldats et de zombies. C'est l'une de leurs parties les plus faciles depuis des années. Jusqu'à ce qu'un groupe d'ennemis coriaces surgisse dans la seconde moitié du jeu et les stoppe net. À chaque partie, ils apprennent et finissent, après plusieurs essais, par contrôler leur lieu d'apparition. Tout va dans la bonne direction à mesure que les joueurs contrôlent mieux leur jeu. Jusqu'à ce que le Dr. Briner regarde les informations. Il y a eu un massacre horrible dans un parc non loin de la base de recherche. 3 individus lourdement armés et lourdement blindés sont arrivés et ont commencé à abattre des gens au hasard. Le nombre de morts correspond exactement au nombre et à la position des ennemis tués dans le niveau du parc. En ce qui concerne le dernier jeu de Quake anormal du trio, la révélation frappe le Dr. Briner avec toute la force d'une étoile qui s'effondre sur elle-même. Un aspect de cette anomalie ne lui était même jamais venu à l'esprit. Bien que les adolescents soient effectivement piégés à l'intérieur du jeu à un niveau bien plus grave, ils se manifestaient dans le monde réel chaque fois que leurs avatars étaient en jeu. Ils voyaient des gens normaux comme des monstres dans cet état et les tuaient par centaines. Ils étaient, en fait, des meurtriers de masse. Et une fois de plus, c'est au pauvre Dr. Briner d'avoir la lourde tâche de leur annoncer la nouvelle. Ils le prennent à peu près comme vous pouvez l'imaginer. Ils veulent savoir combien de personnes ils ont tuées durant les 13 ans passés piégés dans le SCP-2639. Après de nombreuses recherches et l'étude de dossiers similaires de massacres commis par 3 combattants blindés ces 13 dernières années, il aboutit à un chiffre très inquiétant. 1531 personnes étaient mortes directement à cause de leurs actions involontaires. Après cela, les choses restent silencieuses pendant un bon moment. Ces 3 adolescents, qui pensaient simplement jouer à un jeu, ont reçu les révélations les plus terrifiantes imaginables. Ils sont partis depuis 13 ans, leur famille pensant probablement qu'ils sont morts. À ce stade, et pendant tout le temps où ils ont été absents, ils ont tué plus d'1 millier de personnes. Pire encore, même le Dr. Briner doit admettre qu'il est peu probable qu'ils trouvent un moyen de sortir du jeu. Ils sont condamnés à un sort terrible et en conséquence, ils continueront probablement à faire du mal aux autres chaque fois qu'ils entreront dans un nouveau jeu. Lorsque cette information est révélée, le trio disparaît tout simplement. Il se déconnecte, pour ainsi dire, laissant le Dr. Briner dans l'incertitude. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années, sans rien d'autre que le silence. De temps en temps, alors qu'il gravit les échelons machinalement, il vérifie cet ordinateur pour voir s'il y a une réponse. Il a lui-même un fils adolescent, alors son cœur souffre pour ses enfants. Il pense jour et nuit à ce qu'ils endurent là-bas, même si cela lui fait mal d'y penser. Bien qu'il envoie des centaines de messages, en tant que chercheur niveau 4, il ne reçoit jamais de réponse. Il les envoie plus par habitude maintenant que pour autre chose, simplement parce qu'il a l'impression que c'est ce qu'il doit faire. Mais à présent, il ne s'attend plus à recevoir de réponse. Ses collègues lui disent qu'il devrait simplement tourner la page. Ils disent que chaque chercheur a cette anomalie qui lui reste en tête, même si c'est une impasse. Il devrait simplement faire profil bas et se concentrer sur son travail, et un jour, il oubliera tout ça. Mais il ne le fait jamais, peu importe ce qu'il se dit à lui-même. Jusqu'au jour où, pendant ce qui semble être un service parfaitement normal, SCP-682, le reptile difficile à détruire, brise sa cellule de confinement et massacre tout sur son passage jusqu'au secteur du Dr. Briner. Après des années à la Fondation, il n'a jamais été aussi près de la mort. Il se cache sous un bureau dans son bureau, entendant les pas lourds du monstre qui avance dans le couloir à l'extérieur. C'est une créature de pure haine, tout en écailles et en dents. Et une chose est absolument claire, si cette bête entre dans la pièce, il va mourir. Et il sait comment fonctionne cet endroit. Sa famille ne saura jamais ce qui lui est arrivé. On leur racontera un mensonge sur un accident de travail et ils ne mentionneront pas ça. Les détails de cet accident, c'est qu'il a été dévoré vivant par un lézard géant et haineux. Il n'avait aucune arme avec lui dans la pièce. Que pouvait-il faire? Attaquer 682 avec une agrafeuse de son bureau? Non, il n'y a qu'une seule façon de potentiellement repousser la créature. Il attrape l'ordinateur SCP-2639 qu'il avait amené dans son bureau pour des tests et commence à taper frénétiquement des messages aux 3 pauvres enfants piégés dans le cyberespace, à l'intérieur. Il leur dit qu'il est en danger, qu'une anomalie s'est échappée dans sa section et que personne ne viendra le sauver à temps.
S'ils peuvent choisir où se manifester, apparaître ici même serait le seul moyen de le sauver. S'il pouvait voir ces messages, il lui sauverait la vie d'une mort des plus terribles. Et malgré tout ce temps passé dans le silence, dans l'obscurité, ses prières, ou plutôt ses messages, reçoivent une réponse. La tête monstrueuse et grondante de 682 fracasse la porte du bureau du Dr Bryner, les yeux brillants et affamés. Mais alors que le docteur se prépare à mourir, il entend des coups de feu et des explosions. 682, apparemment aussi surpris que lui, se baisse et repasse par la porte pour tomber sur un spectacle choquant. Ce sont 3 rangers de Quake lourdement armés et blindés, prêts à en découdre, et c'est exactement ce qu'ils font. Ils déchaînent des coups de feu et un enfer de flammes, attaquant le reptile avec une férocité stupéfiante. Ils forment un trio parfait, sans peur de la mort, tirant des clous, des coups de fusil à pompe, des grenades et tout leur arsenal de Quake. Jusqu'à ce que le monstre soit maîtrisé, et au moment où le trio se dématérialise, les forces d'intervention mobile, les gardes et les spécialistes du confinement sont arrivés sur place et sont prêts à recontenir SCP-682. Et ce faisant, ils ont effectivement sauvé la vie du Dr Bryner, ainsi que celle de nombreux autres qui auraient sans aucun doute été tués lors du carnage de SCP-682. En l'espace d'un après-midi mouvementé, ils sont passés de tueurs à héros, et cela donne une idée au Dr Bryner. Lors de son débriefing obligatoire, il raconte à ses supérieurs ce qui s'est passé, affirmant qu'il était fichu, et leur dit que la géographie limite toujours le temps de réponse des forces d'intervention mobiles. Mais lorsqu'une anomalie puissante en liberté doit être maîtrisée ou neutralisée, rien ne répondrait plus vite ni ne serait plus efficace que de déployer les gamins. De SCP-2639. D'habitude, le commandement de la Fondation jugerait une telle demande totalement absurde. Mais affronter SCP-682 et en sortir vainqueur est peut-être l'épreuve du feu ultime. Compte tenu de ces circonstances, oui, peut-être que la Fondation pourrait faire une exception. La question maintenant est, bien sûr, est-ce que les enfants accepteraient un tel accord? Et c'est encore une fois au Dr Bryner de le découvrir. Il reparle aux adolescents via l'ordinateur et leur explique la proposition. Oui, il est vrai que dans un avenir prévisible, la Fondation SCP n'a aucun moyen de les sortir de leur situation anormale, mais ils pourraient tirer parti de leur malédiction s'ils voulaient l'utiliser pour le bien de la Fondation et de toute l'humanité. Ils pourraient rejoindre la force qui combat les anomalies dangereuses au lieu d'en être une eux-mêmes. Après réflexion, les adolescents acceptent à une condition, qu'ils ne soient jamais, au grand jamais, déployés contre un être humain. Et c'était une condition avec laquelle la Fondation SCP pouvait tout à fait composer. Ils forment une nouvelle force d'intervention mobile appelée FIM Oméga 9, alias les Bleus. La description officielle de cette force d'intervention se lit comme suit. Force d'intervention mobile. Oméga 9 se compose de 3 entités anormales disponibles pour un déploiement quasi instantané dans des circonstances extrêmes, nécessitant l'utilisation d'une force écrasante. Son but principal est d'agir en équipe d'intervention rapide, lors de brèches de confinement d'anomalies violentes et hostiles. Dans le cadre de l'accord conclu avec ces 3 entités, la FIM Oméga 9 ne doit être utilisée que pour éliminer des cibles hostiles non humaines. En raison de leur coopération active avec la Fondation SCP, la classe de confinement du SCP-2639 a été rétrogradée de Keter à Euclide. L'ordinateur est protégé dans une chambre de confinement sur un site SCP sécurisé, équipé de mesures anti-fuite de données. Seul le personnel avec une habilitation de sécurité niveau 4 ou plus peut accéder à l'ordinateur. En termes purement numériques, en prenant en compte l'ensemble du catalogue anormal de la Fondation SCP, SCP-2639 est l'un des SCP les plus dangereux qui existent. Il est probable qu'il ait causé la mort de bien plus de personnes que SCP-106, le vieil homme, SCP-049, le docteur de la peste, et même SCP-682, le reptile difficile à détruire, peut-être même tous réunis. Mais il n'y a pas de mal ici, pas de cruauté, seulement un coup du destin. Mais il pourrait venir un jour, avec l'aide de la Fondation, où les 3 pauvres enfants piégés à l'intérieur de SCP-2639 auront sauvé plus de vies qu'ils n'en ont prises. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-5056, les compagnons constants.